Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, notre journaliste Marie-Ève Brisebois se rend à l'accueil des bénévoles pour la 41e campagne d'Opération Nez Rouge. Entrevue avec Manon Charpentier, directrice générale de l'ARIC, pour dénoncer l'augmentation drastique de la liste d'attente pour obtenir une place dans une ressource intermédiaire d'hébergement. Eve Maud White-Ulysse rencontre Giuseppe Verillo, nouveau propriétaire du salon de quilles L'Entracte à Belleuil, pour nous raconter la raison de son achat et son soutien à cette activité qui contribue beaucoup à la communauté. Reportage de Marie-Ève Brisebois sur la représentation de la pièce Les Inséparables de l'arrière-scène. Finalement, entrevue avec Yannick, coordonnateur des relations publiques chez les Narcotiques Anonymes, à l'occasion du 40e anniversaire de l'organisme. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je souhaite la bienvenue à cet nouvel épisode du Régional. Bonne émission. Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. La MRC de la vallée du Richelieu annonce la réélection de Marilyn Nadeau à la préfecture pour un nouveau mandat. Élue de nouveau par les autres maires et mairesses de la région, elle poursuivra son travail à la tête du conseil avec un engagement axé sur la collaboration, l'innovation et une gouvernance responsable. Lors de la même séance, les élus ont nommé Mélanie Villeneuve, mairesse d'Otterburn Park, au poste de préfète suppléante. Elle secondera la préfète dans ses fonctions et contribuera aux dossiers régionaux stratégiques. Marilyn Nadeau s'est dite honorée par la confiance renouvelée des maires et mairesses et se réjouit de travailler de près avec Mélanie Villeneuve pour faire avancer les projets structurants de la région. Le nouveau conseil de la MRC-VR regroupe les élus de 13 municipalités membres, dont Belleuil, Chambly, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu de Belleuil. La MRC de la vallée du Richelieu représente environ 136 000 habitants et intervient dans plusieurs domaines clés, dont l'aménagement du territoire, la mobilité, l'agriculture, la culture, l'environnement, la sécurité incendie et la gestion des cours d'eau. L'organisation dit vouloir poursuivre son travail pour offrir un milieu de vie durable et protéger la rivière Richelieu. La 26e édition du traditionnel Dîner des Patriotes du Rassemblement pour un pays souverain s'est tenue au centre communautaire Julie Daou à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Environ 125 personnes y ont assisté. Plusieurs invités d'honneur étaient présents. Le député bloquiste Xavier Barcelou-Duval, le maire Jonathan Chalifou, le chroniqueur Gilles Proulx, ainsi que la présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Marianne Alpin. La comédienne Sylvie Legault assurait l'animation de la soirée. Le moment fort du banquet a été la remise du prix Omer Héroux 2025 à Mathias Rioux. L'ancien ministre péquiste, ex-journaliste et animateur radio, a été honoré pour la qualité de sa carrière et son engagement indépendantiste. La présentation du prix a été faite par le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, qui lui a succédé dans cette circonscription. Des travaux d'abattage sont en cours dans le boisé des Bosquets Albert Hudon, à Otterburn Park. Depuis le 26 novembre, environ 300 arbres dangereux ou déjà morts, principalement des frênes touchés par la grille du frêne, sont coupés afin d'assurer la sécurité des sentiers. Ces opérations provoquent du bruit en raison des scies mécaniques. La Ville rappelle que l'accès au boisé est strictement interdit pendant toute la durée des travaux. Plusieurs personnes auraient été vues récemment dans le secteur et on insiste sur l'importance de respecter les consignes de sécurité. Les travaux se déroulent en 3 phases. Les 2 premières consistent à abattre les arbres dangereux et à sécuriser les infrastructures. La 3e, dont les dates sont annoncées plus tard, prévoit la sortie des biocoupés et la valorisation du bois. Certains troncs seront transformés en bois de chauffage, alors que d'autres seront laissés sur place pour soutenir le cycle naturel. Une équipe municipale ira à la rencontre des résidents la semaine prochaine pour expliquer en détail les interventions et répondre aux questions. Une page web dédiée permettra aussi de suivre l'avancement du chantier. Le CI3S de la Montérégie-Est doit à nouveau couper dans ses dépenses. L'organisation devra retrancher 24 millions de dollars pour atteindre l'équilibre budgétaire. Plusieurs mesures sont déjà en place depuis l'an dernier. Gel des embauches administratives et de postes de cadres,
non-remplacement de postes vacants, réduction du recours à la main-d'œuvre indépendante et diminution des heures supplémentaires. Toutes ces mesures doivent se poursuivre. Rappelons qu'en mars dernier, l'organisation devait déjà réduire ses dépenses de 71 millions de dollars, ce qui avait entraîné l'abolition de 20 postes à Saint-Hyacinthe. Le syndicat, eux, tire la sonnette d'alarme. On craint des impacts directs sur les services aux usagers et parle de coupures dictées par une logique comptable, loin des besoins réels de la population. On observe déjà des réductions d'heures en soutien à domicile et à la protection de la jeunesse. Une situation qualifiée d'inquiétante par les syndicats alors que les services sont déjà fragilisés. L'hôtel de ville d'Otterburn Park sera rénové. La décision a été prise lors de la séance du 17 novembre après un vote qui a divisé le conseil municipal. Les travaux, évalués à un peu plus de 400 000 $ seront confiés à l'entreprise Relève Incorporée. Mais le projet n'ira pas de l'avant aussi longtemps que la Ville obtienne une subvention gouvernementale couvrant environ la moitié des coûts. Les 6 conseillers municipaux étaient partagés. Le vote avait été demandé par le conseiller Alexandre Turcotte, qui estime ne pas avoir eu toute l'information nécessaire pour engager une telle somme. Selon lui, le projet ne répond pas clairement aux besoins de la Ville. La mairesse Mélanie Villeneuve a finalement tranché en faveur des rénovations. Elle affirme suivre ce dossier de près et juge que la contribution par habitant est raisonnable pour une infrastructure dont la durée de vie dépasserait 10 ans. Le contrat dépend maintenant de l'aide du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales qui pourrait financer plus de 215 000 $ sur le montant total. La ville de McMasterville franchit une première étape vers l'aménagement de nouveaux terrains de pickleball au parc Gilles Plante. Les installations devraient être accessibles à la population dès l'été 2026. Lors de la séance du 17 novembre, le conseil municipal a autorisé des travaux de forage et une étude géotechnique confiée au groupe ABS. Ces analyses seront essentielles pour adapter la conception des terrains à la nature du sol. Très attendu depuis plusieurs années, le projet avait été lancé par l'ancien conseil municipal. La nouvelle mairesse Magali Taillon s'était d'ailleurs engagée en campagne à en assurer la réalisation. Le spectacle Noël s'invite chez vous fera escale une seule fois dans la région cette année, à Saint-Charles-sur-Richelieu. Présenté depuis 2019, le trio formé de Marjolaine Moras, Élia Laure et Élie Dupuis propose un concert réunissant 3 voix et un piano avec leur coup de cœur festif du temps des fêtes. Après avoir lancé leur saison le 12 novembre à la Maison Villebon de Belleuil, ils seront de passage à Saint-Charles-sur-Richelieu le dimanche 14 décembre à 15 h à la salle de l'Institut canadien de la rue Saint-Pierre. L'entrée est gratuite. Dès 13 h, le public pourra aussi déposer des denrées non périssables ou des dons en argent dans le cadre de la guignolée. Voilà, c'était vos actualités de la semaine dans la vallée du Richelieu. Aujourd'hui, Opération Nez Rouge débute la campagne pour Noël 2025, le temps des fêtes. Qui êtes-vous tout d'abord par rapport à Opération Nez Rouge et les scouts? En fait, nous autres, on est les scouts de Belleuil. Moi, mon nom d'animateur, c'est Héron. Je suis avec 2 de mes jeunes pionniers. Atari Tenace. Perroquet bienveillant. Donc, on participe à l'Opération Nez Rouge depuis au moins une dizaine d'années. Donc, on vient leur donner un coup de main pour la bonne cause sociale, la sécurité des gens dans le temps des fêtes. Donc, on est bien content d'être impliqué avec eux encore cette année. Ça va être une autre belle année. Comment se passe l'accueil lorsque les organismes viennent pour faire du bénévolat comme ça avec Opération Nez Rouge? Est-ce que vous avez senti que c'était quand même assez facile? Oui, c'est quand même assez facile. Notre aide est appréciée à chaque année. Oui, on aime bien ça. Cette année, on prépare la nourriture là, pour tous les bénévoles qui vont venir. Les scouts de Belleuil, c'est notre tâche cette année. Donc, on est bien contents. Ça nous permet de nous sentir utiles. Puis, on n'a pas le temps d'arrêter, hein, les gars? Il faut mentionner que les scouts de Belleuil, vous participez aussi à la guignolée, les porte-à-porte. Vous avez plusieurs activités. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui vous écoutent pour donner le goût de participer davantage avec les scouts de Belleuil? Bien, les scouts, c'est vraiment un beau mouvement. On est impliqué autant dans la communauté. On fait des activités aussi avec les jeunes de tout âge. En fait, les scouts, c'est de 7 ans à 25 ans. Donc, c'est super intéressant. Les plus vieux, par exemple, avec ces 2 jeunes-là, on va faire des activités avec d'autres groupes scouts de la région. On a plusieurs rencontres de scouts de prévues cette année dans tout le 21e, dont notre projet Islande cet été. Donc, oui, ça va être très bien. Vous ne faites pas seulement des rencontres comme ça périodiquement à toutes les semaines, donc il y a des projets ou des activités ou même des voyages qui peuvent s'organiser.
Exactement. Bien, en plus des réunions qu'il y a à toutes les semaines, là, de la mi-septembre jusqu'à la fin mai, on a aussi en général un camp par saison, ça c'est plus la fin de semaine. Puis on a aussi un camp d'été, en général c'est une semaine l'été. Plus, bien, des fois il y a des projets particuliers, des projets spéciaux qui vont sortir de tout ça. Donc oui, c'est assez actif, on aime bien ça. Et comment les gens peuvent s'inscrire? Est-ce qu'il y a une façon plus facile de vous rejoindre? Bien, la façon la plus facile de nous rejoindre, c'est de visiter notre site web, scoutbelleuil.com, scout avec un S à la fin, belleuil.com, tout dans un mot. Sur notre site web, bien, vous avez un bouton là, pour s'inscrire. Dans le fond, vous avez des formulaires, vous avez aussi notre numéro de téléphone. Vous pouvez nous communiquer avec nous, on va vous rappeler, on va vous donner les informations que vous désirez sur le mouvement Scout. Merci beaucoup à vous trois pour ces quelques mots, c'est très apprécié et on vous laisse continuer votre bénévolat ici à Opération Nérouge. Merci. C'est la 41e campagne d'Opération Vallée du Richelieu. Madame Tremblay, vous êtes la coordonnatrice. Comment ça se passe pour la première journée? Ça se passe très bien. Il y a beaucoup de bénévoles qui se sont présentés à la centrale pour une première journée cette année. Il y a beaucoup de changements cette année à la centrale, donc un changement de coordonnateur là, momentanément pour cette année. Et tout roule comme sur des roulettes. Je suis ici déjà depuis un bon moment et on voit que les bénévoles, là, lorsqu'ils arrivent, ne sont pas laissés à eux-mêmes. Non, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Il y a des gens à chaque endroit qui est placé, qui sont partie du comité. Et à partir de ce moment-là, c'est plus facile. Là. La coordination est déjà prédéterminée. Les scouts s'occupaient de chaque personne avait son poste et son endroit attitré. Un peu de catimanie, mais tout s'est bien passé. Et à quoi peuvent s'attendre les bénévoles lorsqu'ils arrivent ici? Bien, un accueil chaleureuse. On les dirige vraiment très bien. Il y a quand même un buffet qui est servi à toutes les semaines. Il y a de la pudding au chômeur que je fais à chaque semaine, qui est une tradition depuis les 15 dernières années d'ailleurs. Moi, c'est ma 19e campagne personnellement. Fait que, on les accueille, on fait des jeux de société, puis à un moment donné, le téléphone sonne, puis les équipes partent sur la route. Là. Un coup, la formation donnée, l'accueil fait, tout le monde part dans les bonnes directions. Oui, vous donnez effectivement une formation juste avant qui est très appréciée par les bénévoles parce qu'ils savent exactement à quoi s'attendre et aussi par rapport à l'application, parce qu'il faut être au goût du jour. Vous avez l'application que les personnes intéressées peuvent télécharger. Effectivement, on a l'application mobile pour la 3e année cette année. On a aussi les machines Interact aussi pour les dons, pour que les gens, aujourd'hui, à l'ère de 2025, on s'entend que c'est les dons avec les cartes. Fait qu'on a des machines Interact dans chaque véhicule qui accompagnent les gens. Avec l'application mobile, c'est beaucoup plus facile, c'est plus accessible. On sait où est-ce que la personne allait exactement. On sait dans combien de temps qu'elle va être de retour ou où la diriger après. Là. Tout est très accessible cette année. Accessible et sécuritaire, il faut le mentionner, ça se veut festif comme bénévolat. Très festif, très festif. Une très belle année avec la bottine souriante qui sont les porte-paroles. C'est merveilleux. Ça représente bien Opération Nérouge. Et parlant de l'application, vous parliez des dons aussi que les gens peuvent faire. De quelle façon l'argent est réparti par la suite? Elle est repartie par les organismes qui sont inscrits déjà à Opération Nérouge. L'année passée, on a donné au-dessus de 17 000 notre maître d'œuvre, qui est le Chevalier de Colombe de Belleuil, qui s'occupe très bien de la gestion de la centrale et faire en sorte que les dons et tout vont vraiment aux organismes jeunesse de la région. On profite de beaux commanditaires qui fait que ça paye le gaz, la cafétéria. Donc, 100 des dons ramassés sur la route et des dons qui reviennent avec l'escorte et redonnés aux organismes qui se sont inscrits vraiment à Opération Nérouge. Donc, cette année, ma mission, c'est de dépasser le 18 000 $. J'aimerais bien. Et de quelle façon les gens peuvent vous rejoindre? Est-ce que c'est via le site Internet la meilleure possibilité? L'application Opération Nérouge, le site Internet, Facebook, vous pouvez aller partout à ce moment-là. Vous allez nous trouver. C'est très facile. La Vallée du Richelieu, c'est vraiment une belle organisation. Et en terminant, l'application peut se faire en accompagnement, mais aussi ici même à la centrale. Exactement. Vous êtes seul un soir, vous ne savez pas quoi faire, venez-vous-en à la centrale. Il y a plein de gens qui viennent seuls à la centrale. On fait des équipes, vous partez, vous rencontrez plein de personnes. C'est vraiment... Moi, j'ai toujours été tout seul. J'ai toujours venu seul à la centrale. Et aujourd'hui, regarde, près de 18 ans, ma 19e année, on y va. Mais on vous souhaite une belle soirée pour cette première fois cette année. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci beaucoup à tout le monde d'être là, puis venez en grand nombre. On a besoin de vous autres. Merci. On retrouve maintenant avec nous en ligne Mme Manon Charpentier, qui est directrice générale de l'ARIC. Bonjour, Mme Charpentier. Bonjour, M. Haré.
Vous allez bien? Ça va très bien. Oui, merci beaucoup. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que la RIC, les gens qui n'ont jamais entendu cet acronyme-là? C'est l'association qui regroupe des gestionnaires et des propriétaires de ressources d'hébergement. Alors, à la grandeur du Québec, on a plus de 1200 ressources. Puis ça couvre le territoire au complet pour pour plus de 20 000 personnes. Alors, qu'est-ce que c'est un propriétaire et un gestionnaire de ressources intermédiaires? C'est quelqu'un qui a une maison dans laquelle il accueille des gens pour lui donner de l'hébergement, mais aussi du soutien et des services. Donc, les ressources intermédiaires, pourquoi c'est parfois mal connu? Parce que vous en avez probablement à proximité de chez vous et vous ne le savez pas. Parce que vous avez des ressources intermédiaires qui accueillent 4 personnes, par exemple, avec une déficience intellectuelle. Vous ne savez pas que c'est une ressource intermédiaire, mais les gens y habitent, ce sont leur milieu d'hébergement, ils reçoivent du soutien et de l'assistance 24/7. OK. Donc, c'est des personnes qui peuvent avoir des difficultés qui sont assez importantes pour qu'on leur trouve une place dans un milieu de vie, c'est ça? Exactement. C'est des gens qui ont des défis d'autonomie. Alors, une clientèle de personnes âgées, ça peut être aussi une clientèle avec des déficiences intellectuelles ou encore avec un spectre de l'autisme ou encore une fois, de problèmes de santé mentale ou même de problèmes de dépendance. Parfois, c'est aussi des problèmes concomitants. Alors, avec les deux types, une personne âgée, par exemple, qui aurait des problèmes de santé mentale. Par contre, nos milieux, ce sont des vrais milieux de vie, il faut le comprendre. Ce n'est pas juste un endroit où on passe, hein. Les gens, ils sont accueillis et ils vont y rester de nombreuses années. Mais ils ne nécessitent pas des soins aussi aigus que, par exemple, en CHSLD ou encore à l'hôpital. Mais OK. c'est suffisamment important pour ne plus être en mesure de rester à domicile. OK. Là, on comprend bien que c'est extrêmement important d'avoir ces hébergements-là. La problématique, vous l'avez soulevé dans un communiqué, c'est qu'il y avait 5 000 demandes en février et là, maintenant, on est en décembre, on est rendu à près de 5 500 demandes. Donc, il y a 500 demandes qui se sont ajoutées dans les derniers mois. Pourquoi il y a autant de demandes qui s'accumulent? Bien, tout à l'heure, je vous ai dit que les gens, ils demeurent très longtemps. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez une ressource, par exemple, qui accueille 30 personnes, la ressource va rester avec son 30 personnes. À l'occasion, il y a une personne qui va être transférée en CHSLD ou encore une fois qui malheureusement décédera, mais on n'est pas capable d'absorber le nombre de personnes qui ont des besoins. Donc, la nécessité d'agrandir en fait notre réseau, de faire en sorte qu'on puisse ouvrir des nouvelles places, des petites, des moyennes et des grandes, elle est très importante pour qu'on puisse absorber le nombre de personnes qui ont besoin de soutien et d'assistance. Malheureusement, depuis de nombreux mois, sinon quelques années, il n'y a pas ou très, très peu de développement de nouvelles ressources intermédiaires. Pour une raison très simple, c'est une question de budget. Nous, on a une entente nationale qui détermine les montants que l'on reçoit pour s'occuper des gens qu'on accueille et on a un montant qui a été déterminé en 2020. Alors, vous comprendrez qu'en 2020, la construction, c'est plus pareil comme aujourd'hui. Mais malheureusement, les montants n'ont pas été modifiés. Ce qui fait qu'il est impossible actuellement de répondre aux appels d'offres parce que le montant donné est insuffisant. OK. De quelle façon périodique est-ce qu'on modifie ces montants-là? Parce que ça semble clair qu'entre 2020 et 2025, il va y avoir une certaine inflation, une augmentation des besoins. À quel moment on va recalculer là, ce montant-là? Bien, en fait, il y a des indexations, mais qui ne suivent pas du tout le coût réel de l'augmentation. Mais notre entente a été signée en 2020. On est en train de négocier la prochaine entente. Puis on est quand même au début de la négociation, ce qui veut dire qu'on en a encore pour des mois avant de signer l'entente. Mais pendant ce temps-là, il n'y a absolument rien qui se passe. Alors, vous comprendrez qu'il n'y a pas eu de modification. Puis ce qu'on nous dit, c'est, bien, écoutez, le montant négocié est le montant de 2020. On ne peut pas y toucher. OK, parce que ça paraît un peu aberrant, la manière que vous l'expliquez, parce qu'on lit dans le communiqué de presse que vous avez, de la RIC, en fait, les projets que vous avez parlé, 70 des projets ont été abandonnés, puis ça correspondrait environ à la liste des personnes en attente. Donc, le problème, on l'aurait réglé avec les projets existants qui ont été abandonnés. C'est un peu choquant. Oui, vous avez absolument raison. Puis nous, ce qu'on dit aussi, c'est que la démographie, là, elle ne nous aidera pas. Là. Dans les 10 prochaines années, on considère que le nombre de personnes qui vont continuer à avoir besoin d'aide va être multiplié. Là.
Puis on ne sera pas en mesure d'accueillir ces gens-là. Il faut savoir qu'à partir du moment où on répond à un appel d'offres, à partir d'aujourd'hui, si je réponds à un appel d'offres et j'ai l'acceptation de l'appel d'offres, il va se passer 18 mois, 24 mois facilement avant d'accueillir mon premier résident. Ce qui veut Donc, on est dire déjà en qu'encore une retard. fois, on va se retrouver dans 2 ans avec 2 ans de liste d'attente supplémentaire. Parlant de liste d'attente, vous avez soulevé ce point-là aussi. Vous voudriez que les listes d'attente soient connues, là. Comment on pourrait en arriver à ça et quelle information devrait être disponible? En fait, la liste d'attente, nous, il y a à peu près 18 mois, on a demandé au gouvernement combien de personnes sont sur la liste d'attente pour un ressource intermédiaire. Au ministère, on était incapable de nous répondre, ils n'avaient pas les chiffres. On a nous-mêmes fait des demandes d'accès à l'information aux 23 établissements. On a colligé ces données-là pour se rendre compte qu'il y avait, il y a quelques mois, 5 000 personnes. On a refait la même demande au ministère. On nous a dit encore une fois, nous n'avons pas les chiffres. Alors, nous sommes retournés pour faire une demande d'accès à l'information et là, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait encore, la liste d'attente avait augmenté. Ce qu'on dit, c'est que c'est le travail du ministère de colliger ces données-là. C'est lui qui reçoit les demandes pour de l'hébergement en ressources intermédiaires parce que la clientèle nous est dirigée, en fait, c'est chacun des établissements qui dirige les clientèles vers nos milieux. Alors, c'est à eux de colliger ces données-là et de les mettre sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord du ministère de Santé, on a les gens en attente de services en CHSLD ou encore pour un premier service de soutien à domicile, mais c'est comme si les ressources intermédiaires, on était absent. Alors, si on est absent, le problème n'existe pas. C'est un problème qui semble aussi clair, mais avoir des solutions difficiles à cerner. Là, vous en avez une. Une fois que ces listes-là vont être disponibles puis on va avoir un chiffre précis, est-ce que vous pensez que ça va pouvoir avancer? Et finalement, rapidement, là, ce serait quoi les actions à prendre rapidement pour améliorer la situation? Bien, il faut premièrement que ce qu'on a discuté avec les différents ministères, là, c'est-à-dire les différents ministres au courant des derniers mois, il y a eu des orientations claires sur les avancées qu'on voulait faire aux ressources intermédiaires. Actuellement, on est en négociation. Ces orientations-là ne sont pas tenues en compte. Et il faut qu'au gouvernement, on réalise que les ressources intermédiaires, là, puis il faut le dire, c'est très important, on est le modèle d'hébergement de soutien et services le moins cher. C'est nous qui réussissons à obtenir, en fait, ça coûte le moins cher possible au gouvernement. Donc, on leur dit, écoutez, on est une économie pour vous. On ne comprend pas comment se fait-il que vous ne débloquez pas les fonds nécessaires. On est conscient qu'on n'est pas les seuls à cogner à la porte là, pour avoir de l'argent supplémentaire, mais le problème, là, c'est que la liste d'attente continue de grandir et il y a une grande crainte là, pour les prochaines années à venir. Là. On regarde ça aller, puis on ne sait pas comment on va réussir à régler ce problème-là parce que j'ai l'impression vraiment qu'on est face à un mur. Madame Manon Charpentier, je rappelle, vous êtes directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires et d'hébergement du Québec. La première étape, comme vous le faites, c'est de sonner la sonnette d'alarme, de demander les vrais chiffres pour que le gouvernement puisse réaliser l'ampleur de la situation parce que c'est des vraies personnes que vous aidez. Puis, je suis certain que vous participez à la solution. Je souhaite que vos négociations avec le gouvernement puissent aboutir là, rapidement. Bien, écoutez, je vous remercie pour l'opportunité. Puis en terminant, je veux juste rappeler une chose. On a parlé de chiffres. Derrière chacun de ces chiffres-là, il y a une personne. Merci beaucoup, Mme Charpentier. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Donc, je suis avec M. Vérillo, nouveau propriétaire de la salle de quai L'Entraque. Bonjour, M. Vérillo. Bonjour, bonjour. Écoute, je me sens honoré d'être ici. La première chose que je veux dire, c'est, il y a vraiment beaucoup d'héritage dans cette entreprise, puis je suis prêt à faire croître cette belle entreprise. Je me sens honoré d'avoir la chance d'être le repreneur. Parce que ça fait pas longtemps que vous avez fait l'acquisition. Ça fait combien de temps exactement? Le 1er août de cette année, 2025. Fait que, tu sais, c'était quand même des discussions pendant 12 mois de temps avant ça, avec les vendeurs. La belle famille Brodeur qui m'ont donné cette chance. Puis, c'est ça, c'était complexe, mais ça fait une couple de mois que je suis là en place. Ouais.
Mais c'est ça, parlez-moi de ce processus-là. C'était compétitif? Est-ce que ça a été difficile? Vous avez dû convaincre que vous alliez garder les valeurs de l'entreprise? Expliquez-moi tout ce processus-là. Excellent. Oui, écoute, moi, dans le fond, ça fait plusieurs années que j'ai investi dans l'immobilier, puis j'ai vu, première des choses, la bâtisse commerciale à vendre. Puis là, j'ai vu qu'il y avait aussi la société par action. Fait que là, la première chose, je me suis mis le veston, la cravate, je me suis dit, OK, je vais aller rencontrer cette famille-là qui met leur héritage à vendre. Fait que je me suis présenté ici. Je me suis dit un couple de mois à propos de moi, jeune entrepreneur qui veut trouver son propre PME, à faire croître, à être un propriétaire actif. Puis ils m'ont informé tout de suite qu'il y avait plusieurs candidats qui faisaient application, qui faisaient des promesses d'achat. Fait que j'ai pas attendu trop longtemps. J'ai fait ma promesse d'achat. C'était très compétitif, aller-retour. Puis à un moment donné, il fallait que je leur démontre par écrit, en personne, que je suis la personne pour reprendre la relève de cette belle business-là, parce que je vais apporter beaucoup de respect et travail acharné, dévouement pour faire continuer à croître cette belle entreprise. C'est ça, j'allais vous demander la question. Qu'est-ce qui vous a fait vous démarquer des autres candidats, vous pensez? Moi, je pense que, première des choses, on était à Belleuil. Moi, j'ai grandi à Boucherville. Fait que je suis quand même un Québécois très fier dans cette communauté. J'ai jamais connu Belleuil, mais là, je commence à le connaître, puis c'est très, très beau. Je pense que de garder la culture québécoise dans la communauté de Belleuil, je pense que c'est important. Je pense que de garder aussi juste le sport puis l'oser des quais, à être un repreneur qui n'a pas des intentions de faire changement drastique à l'entreprise, que ce soit à l'immeuble, que ce soit changement d'activité. Moi, j'ai mis ça clair aux vendeurs que je veux aller vers de l'avant avec cette belle business, les mêmes activités et protéger l'activité puis le sport pour cette belle communauté de gens qui vient ici, ça fait 30-40 ans. Le staff aussi, vous m'avez dit hors caméra que c'était important pour vous de garder leur staff qui était là depuis plusieurs années. C'est tellement, tellement important. Puis je me sens encore chanceux d'avoir du monde qui, ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont là, qui veulent encore travailler. C'est non seulement incroyable, mais c'est un besoin pour le repreneur. Il y a beaucoup de chapeaux ici en commençant, puis c'est pas évident de tout être capable de comprendre immédiatement après une couple de mois. Fait que oui, mon intention, c'est justement de garder cette beau staff-là. Puis moi, dans le fond, je viens ici pour travailler fort, puis j'apprends de eux. Aussi, je vais mentionner le fait qu'on va évoluer encore plus puis avoir plus de staff, donner plus d'opportunités à d'autres membres de la communauté pour travailler parce que l'entreprise avant était fermée durant l'été. Mais moi, je me suis donné comme mandat et objectif d'être ouvert 12 mois par année. Fait que ça, immédiatement, ça va nous donner des emplois d'été pour des étudiants ou peu importe qui. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans le domaine des quilles? D'où ça vient, ça? Moi, à part l'immobilier, je suis très passionné des quilles. Je joue depuis que je suis très, très jeune. C'est mes grands-parents, en fait, qui m'ont inspiré parce que quand j'étais vraiment jeune, eux autres, ils jouaient dans une ligue. Ils ont toujours joué. Mon père aussi. Fait que j'ai commencé l'activité dès 10 ans, là, les mercredis soirs à Salon de quai Anjou, je me rappelle. On jouait à tous les mercredis soirs avec mes grands-parents. Fait que, puis j'étais toujours quelqu'un sportif dans la vie. Fait que j'ai aimé ça. J'étais quand même bon, OK? C'est le fun pour moi. Puis quand j'ai vu cet entourage de quai, bar, resto, tout l'ensemble, c'est une énergie qui m'excitait beaucoup, là. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez que ce salon-là amène à la communauté à Belleuil? Pourquoi c'est important pour eux? Vous avez des ligues qui viennent à chaque semaine. Pourquoi c'est si important pour eux, vous pensez? Je trouve que c'est vraiment, vraiment important parce que le monde se rassemble ici. C'est leur partie de la semaine dans le fond, ils sont heureux de venir ici. C'est leur plaisir. T'sais, il y a quelque chose qui me touche vraiment, c'est à tous les jours, on a des ligues ici, plusieurs ligues à tous les jours. Puis c'est vraiment le fun de voir, exemple, nos aînés, les gens à la retraite, aussi, de venir ici puis avoir leur activité de jour, avoir leur poutine et leur Pepsi durant l'heure de dîner, puis avoir le plaisir avec leurs amis. Là, ils attendent juste à ça. Puis c'est le fun de faire participer à cette activité-là pour leur rendre sourire durant leur semaine. Là, des fois, les journées, les semaines peuvent être longues. Puis je pense que c'est la journée de quai, ils attendent à ça durant la semaine, vraiment.
Mais c'est beau de voir autant des personnes âgées que des enfants qui viennent ici ensemble, génération après génération, pour allier ensemble la communauté, dans le fond, là. Oui, vraiment. Puis moi, je suis surpris parce que on a comme un système ici que les gens peuvent faire des réservations en ligne. Puis c'est vraiment spectaculaire de voir les familles, les parents de jeunes enfants, ados, de faire des réservations d'avance pour surtout les fins de semaine, samedi, dimanche, pour les fêtes d'enfants. Ça, c'est un autre aspect ici que je trouve tellement merveilleux. Tu sais, moi aussi, comme jeune entrepreneur, j'ai comme l'objectif d'avoir une famille dans le proche avenir. Puis je veux dire, juste voir les familles rassemblées ici avec les enfants, les amis, tu sais, les bonbons, les chips, les souris, c'est le fun, ça rapporte de la bonheur à leur semaine. Dans le passé, il y a eu des collaborations ici avec des organismes communautaires comme le Grain de sel. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez continuer à faire ça avec les organismes communautaires de la communauté? Ben oui. Écoute, moi, je pense que c'est nécessaire pour des institutions, mettons, comme ici, de faire part pour aider la communauté d'avoir une place de rassemblement. Notamment, j'ai Sandrine Lavoie. Elle, c'est une personne qui fait partie de la famille d'ici. Puis elle, à toutes les années, a fait un genre d'événement pour ramasser des fonds pour le cancer du sein. Puis c'est tellement un gros événement. Justement, on s'est parlé la semaine passée. C'est un autre exemple d'avoir la chance de donner cette opportunité à notre communauté. C'est incroyable. C'est le minimal que je peux faire pour la communauté, pour aider les gens. Ben oui. Puis en finissant, pour rassurer les gens qui sont dans la communauté de Belleuil depuis des années et qui auraient peur peut-être que ici, ça perde les valeurs que ça avait depuis des années, qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là? Ben moi, je leur dis que c'est no way, parce que c'est simple. Tu sais, je suis un jeune entrepreneur qui va être actif dans ma business. C'est pas un investissement passif pour moi. Moi, je suis propriétaire occupant. Je suis ici quasiment tous les jours. Je suis heureux d'être ici. Puis je vois la chance que j'ai. Tu sais, immédiatement après l'acquisition, on a des gens, on a des horaires, des rendez-vous. On a des gens qui rentrent à tous les jours avant même que je mette mes efforts. Fait que moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Puis, tu sais, le sport des quais, comment je peux dire ça, il n'y a pas 1000 salons de quais. Fait qu'il faut les protéger. Tu sais, fait que, puis moi, je suis passionné par les quais. J'aime jouer au quai. Fait qu'on garde ça tel quel. On évolue, on s'en va vers l'avant. Justement, c'est pour ça que je veux être ouvert à l'année. Je veux faire des ligues d'été, exemple, qu'on n'avait pas avant. Puis, tu sais, bar-resto, ça, j'ai beaucoup d'expérience avec ça. Fait que ça va rester en place. On va aller vers l'avant là, pour protéger cet héritage là, dans la communauté de Belleuil. Merci beaucoup, M. Vérillo. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous, vraiment. Monsieur Guibault, aujourd'hui, on est dans une toute nouvelle salle pour une bonne raison, même si ça vous a amené quelques inconvénients pour l'arrière-scène cette année. Expliquez un peu qu'est-ce qui se passe. Bien, alors, le Centre culturel de Belleuil, où l'arrière-scène a ses activités habituellement, est en rénovation pour 2 ans. Ils vont livrer le nouveau centre culturel à la rentrée de la saison 27-28. Mais d'ici là, nous, on continue nos activités quand même. Donc, on accueille des publics familiaux et des publics scolaires avec une programmation qui continue d'exister, sauf que comme on n'a pas de salle, on a décidé d'appeler ça les escales théâtrales. Et donc, cette saison et la saison prochaine, on se promène un peu partout en Montérégie. Là, en ce moment, on est à Saint-Bruno de Montarville, au centre Marcel Dulude, où on fait notre soirée bénéfice, mais où on a aussi des spectacles qui s'en viennent plus tard dans la saison. Puis sinon, on est à la Maison Villebon, à Belleuil, puis on va aussi à Pointe-Valène, à Otterburn Park. Donc, on alterne dans ces 3 lieux-là cette année. La saison prochaine, on va peut-être découvrir des nouveaux lieux, mais à suivre, quoi. Et comment s'est passée la collaboration? Parce que vous avez dû partir à l'aventure et c'était assez exceptionnel avec le Centre culturel de Belleuil en rénovation. Comment s'est passé le partenariat avec les différentes autres salles? Ah, très bien. C'est sûr que c'est compliqué parce que c'est toutes des salles qui ont déjà une programmation. Donc, nous, on négocie un peu pour rentrer à travers leur programmation. Puis des fois, sur certains événements, on collabore, on va co-diffuser. Peut-être l'année prochaine, on va travailler un petit peu plus de concerts. Ça, nous, on est vraiment venu se déposer là où il y avait des trous, on va dire. Puis c'est sûr que la Ville de Belleuil nous aide beaucoup aussi parce que la Ville de Belleuil diffuse à la Maison Villebon. Les diffusions de la coulisse qui font la programmation pour adultes sont 100% à la Maison Villebon. Donc, on est comme, on a gardé nos vieilles habitude de collaborer quand même avec ces partenaires-là qui nous sont très, très chers puis qui vivent un peu le même problème que nous, c'est-à-dire à devoir se réinventer puis trouver des façons de rejoindre leur public.
Une autre façon d'être partenaire de l'arrière-scène en en tant qu'organisme, vous organisez comme entre autres aujourd'hui un encamp silencieux. Les gens peuvent faire des dons au besoin même si la demande n'est pas là comme telle. Oui, je dirais que la plus grande façon de nous soutenir, c'est d'aller regarder notre programmation puis d'acheter des billets pour être présent parce que justement, le fait de ne pas être dans notre salle habituelle, des fois, il y a des gens qui ont moins le réflexe de venir nous trouver. Puis on a des très, très beaux spectacles qui s'en viennent encore. Là, jusqu'au mois de mai, on a une programmation quand même très, très garnie. Puis on va avoir aussi éventuellement, donc là, c'est pas encore lancé, mais on va avoir une campagne de dons annuelle qui va commencer après les fêtes pour vous dire contribuer notamment à garnir ce nouveau lieu-là qui va ouvrir dans 2 ans. C'est niaiseux, mais c'est pas gratuit. Hein? Les spots, les gradins, le grid et tout ça, il faut qu'on contribue. Donc, on veut que les citoyens ils prennent partie, soient partie prenante de cette étape-là. Et quelle est la rénovation qui vous fait le plus sourire, à laquelle les gens peuvent s'attendre? Bien, en fait, ce qui est surtout particulier, c'est que oui, si vous connaissez déjà la salle au Centre culturel de Belleuil, ils vont la rénover, donc elle va être neuve, mais ils vont ajouter une deuxième salle. Donc, ils vont, au-dessus du hall d'entrée, il va y avoir un cube, il va y avoir un studio qui va être dédié presque 100% à notre mission, c'est-à-dire la création et la diffusion de spectacles pour le jeune public. On va pouvoir créer nos spectacles là-bas, on va accueillir des compagnies en résidence, on va pouvoir faire des ateliers. On souhaite faire ramener aussi le projet de la petite troupe qu'on avait pendant des années, qu'on a dû mettre sur pause pendant les travaux. Donc, c'est vrai, ça va tout changer en fait dans la pratique, dans nos journées, dans nos projets. Ça va cristalliser l'entièreté de notre mission. En attendant que ce projet-là soit terminé, vous n'avez pas ralenti la cadence pour autant. Vous parlez d'une programmation jusqu'à l'été prochaine. Vous avez aussi des sorties scolaires. Les élèves, souvent, vont revenir à la maison le soir. Le parent ne le sait pas nécessairement de l'avance, mais il entend parler beaucoup du centre culturel. Oui. Puis on a, justement, comme on a réussi à faire cette saison en escale, on s'est assuré d'avoir autant de spectacles scolaires qu'on en avait avant parce qu'on ne veut pas perdre ce contact-là qu'on a avec les écoles. Avec les familles, on fait peut-être un petit peu moins d'activités, mais avec les écoles, on voulait garder ce lien-là. Puis ça paraissait très important. Surtout qu'on a moi, je suis là depuis 6 ans à la direction, puis on a senti une belle adhésion au projet de l'arrière-scène de la part des écoles. Nos salles sont pleines, puis là, on se dit c'est pas le moment de les perdre. On veut les garder pour justement qu'après ça, ils soient fiers de rentrer avec nous dans le nouveau lieu. Puis ça, je pense que c'est ce qui nous garde en fait focus pendant toute cette période-là de transition. Et en terminant, quelle est la meilleure façon de vous rejoindre? Notre site web, arrièrescène.qc.ca. Puis là-dessus, on trouve l'onglet programmation. Mais sinon, nos réseaux sociaux, on est très actifs sur les réseaux sociaux, justement pendant cette transition-là. Notre Instagram, toujours une belle place pour avoir des photos des spectacles à venir. Puis notre Facebook, toujours. On s'en sort pas. Merci beaucoup, M. Guilbeault. Merci beaucoup. Monsieur Lafortune, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ici à Saint-Bruno? En fait, je suis le président du conseil d'administration de l'Arrière-Scène, Théâtre Jeunesse l'Arrière-Scène. Et également, ça donne que je suis aussi le directeur de la Maison des jeunes de Belleuil et Mont-Saint-Hilaire. Donc, 2 organismes qui rejoignent vraiment la jeunesse de la vallée du Richelieu. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer dernièrement avec vos 2 chapeaux par rapport aux jeunes d'aujourd'hui? En fait, c'est important d'avoir des organismes comme la Maison des jeunes et le Théâtre l'Arrière-Scène pour offrir des services aux jeunes de la vallée du Richelieu et de développer les passions. Donc, en rejoignant les jeunes, comme ça, on peut voir un petit peu les rejoindre avec leur passion puis retrouver des intérêts. Oui, parce que c'est une clientèle qui est constamment en évolution. Comment vous faites pour aller les rejoindre encore aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux, même à ce niveau-là, qui est la meilleure porte d'entrée? Oui, il y a des médias sociaux pour les rejoindre définitivement, mais aussi il faut vraiment rester à l'affût de qu'est-ce que les jeunes veulent, qu'est-ce que les jeunes font et se réinventer. Vraiment, il ne faut pas appliquer les méthodes d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, vraiment constamment se réinventer pour être encore pertinent pour les jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'à l'arrière-scène, on parlait avec M. Guilbeault, il y a des sorties scolaires, il y a différentes façons que les jeunes sont attirés vers l'arrière-scène. Bien, pour la Maison des jeunes, c'est un autre défi. Vous devez aller les chercher plus que les faire venir à vous. Oui, effectivement. On fait des tournées classes dans les écoles pour rejoindre les jeunes. Puis on a diverses activités aussi avec les villes de Belleuil et de Mont-Saint-Hilaire pour rejoindre la population en général, dont les adolescents, les jeunes. Et les maisons des jeunes de Saint-Hilaire et Belleuil sont quand même pas très loin l'une de l'autre, mais les services sont semblables, mais il y a quand même des différences entre les deux. Oui, effectivement. C'est 2 groupes de jeunes différents qui côtoient les jeunes. Il y a des jeunes qui viennent à la maison des jeunes de Saint-Hilaire, qui sont un groupe en quelque sorte, et puis les jeunes de Belleuil, mais c'est une autre gang, comme on dit.
Et pourquoi les jeunes fréquentent la maison des jeunes en général? C'est quoi qu'on vous dit le plus souvent? C'est de retrouver... il y a la relation avec les intervenants, intervenantes, animateurs et animatrices qui est vraiment le point principal de l'intérêt de venir à la Maison des jeunes. Donc, ils animent les activités en soirée. Et après ça, oui, il y a l'aspect social de la chose. Donc, les jeunes retrouvent d'autres jeunes qui côtoient, qui deviennent leurs amis, ce qui fait en sorte qu'ils reviennent là, soir après soir, année après année. Il faut mentionner aussi que vous avez une étroite collaboration avec les travailleurs de rue. Oui, effectivement, 1001 rues. Ils viennent souvent dans la Maison des jeunes pour à la rencontre des jeunes qui sont à la Maison des jeunes, oui. Donc, il y a tout un volet entraide, écoute, pas psychosocial, mais quasiment finalement. Oui, absolument. Et pour revenir à l'arrière-scène, pourquoi vous vous impliquez au sein du CA? Qu'est-ce qui vous a donné la piqûre d'être parmi cette équipe-là? En fait, le fondateur du théâtre L'Arrière-Scène, Serge, était venu me voir à l'époque et puis m'avait demandé si je voulais me joindre à son conseil d'administration, puis ce qui m'a fait plaisir. Ça fait environ 6-7 ans que je m'implique là, à l'arrière-scène. Et comment vous développez les projets comme aujourd'hui, la pièce que vous présentez aujourd'hui? Jean-François et Josiane, les deux directeurs, donc nos deux directeurs travaillent acharnement pour faire rayonner l'arrière-scène. Merci beaucoup, M. Lafortune. C'est très apprécié d'avoir pris ces quelques minutes. Ça me fait plaisir. Merci à toi. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. On reçoit Christian et Yannick, qui sont bénévoles et coordonnateurs aux relations publiques chez les Narcotiques Anonymes. Bonjour les boys. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est la période des fêtes qui s'en vient. C'est une atmosphère festive. Vous représentez l'organisation des NA, les Narcotiques Anonymes. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi cette organisation-là? Dans le fond, Narcotiques Anonymes, c'est une association qui est basée d'hommes et de femmes pour qui la consommation est devenue problématique puis qui désirent arrêter de consommer. Est-ce que c'est un peu le même principe que les AA? C'est basé sur le même programme. On a beaucoup de gratitude pour AA qui ont parti. C'est les premiers dans le domaine, là. La différence, c'est que nous, on parle de dépendance. Quand on parle de dépendance, on englobe alcool, drogue, médicaments non prescrits ou pris de façon abusive. Fait que nous, on focus sur les la différents dépendance. types de dépendance, pas nécessairement l'alcool. Exactement. Qu'est-ce qui vous a passé, toi, Christian, à t'impliquer là, dans les Narcotiques Anonymes? Ben moi, c'est un peu pour garder mon parcours, puis pour pouvoir aider mon prochain aussi, aider la prochaine personne qui a envie d'arrêter de consommer. Aider à faire connaître la fraternité. Pour moi, c'est important parce que j'ai pu arrêter de consommer grâce à Narcotiques Anonymes, puis parce que quelqu'un d'autre avant moi a fait connaître la fraternité. Sinon, je serais peut-être encore dans la consommation. Ça fait-tu partie un peu de la formule du succès, ça, d'aider les autres? Est-ce que ça nous aide à soi-même s'aider, vous pensez? Moi, je crois que oui. Là. On le dit beaucoup dans notre programme. Là, c'est ça, le service, l'implication est une des pattes de chaise et une des clés du succès. D'aider son prochain à s'en sortir, ça fait que moi, je peux rester aussi abstinent puis dans le bon chemin. Là. Parce que pour les gens qui nous regardent, qui n'auraient jamais participé à une séance, ou ça peut avoir l'air, une formule, on peut douter si ça marche ou pas, mais là, vous êtes 2 exemples devant moi, des personnes qui ont passé à travers de ça. Il ressemblait à quoi, Yannick, avant son passage aux Narcotiques Anonymes? C'est ça, quelqu'un de désorganisé, quelqu'un d'irresponsable, d'immature. Pour moi, là, ça, dans les dernières années, c'est que la consommation prenait vraiment toute la place, c'est ce qu'il y avait de plus important. Fait que les relations, la famille, le travail, tous les domaines de ma vie prennent le bord. Fait que c'est ça qui m'a poussé à vouloir changer, arrêter de consommer, de reprendre ma vie en main, dans le fond. Là. Ça doit pas être facile de venir à ce constat-là. Est-ce que ce constat-là, on l'a tout de suite? Ou
Ou c'est après qu'on le découvre? Ça prend... Il y a la phase du déni qu'on appelle. Une fois que tu passes au travers de ça, puis même encore là, même avec le désir sincère de vouloir arrêter de consommer, c'est pas évident, ça se fait pas tout seul, il y a des efforts à faire. C'est pour ça le groupe de soutien, là, d'aller justement discuter avec d'autres qui ont passé, qui ont la même problématique, qui vivent la même chose que moi, puis qui ont réussi eux autres aussi. On est 2 ici ce soir, mais ça touche des millions de gens. Narcotique Anonyme, c'est mondial, là. On parle de 76 000 réunions par semaine à travers le monde, dans 137 langues différentes, si je ne me trompe pas. Fait que, tu sais, je ne suis pas le premier qui arrive à Narcotique Anonyme. Il y en a combien au Québec, des rencontres par semaine? 330 quelques hebdomadaires, à part du Zoom, mettons. Fait qu'on peut choisir pas mal à quel moment on est disponible, puis on choisit notre rencontre. Oui. Toi, Christian, ça ressemblait à quoi, le Christian d'avant? Un peu comme Yannick, tu sais, la consommation a pris toute la place dans ma vie. Je laissais pas de place au reste. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'isolement, c'est beaucoup... Tu sais, ouais, comment je pourrais expliquer? C'est ça, c'est beaucoup d'isolement, puis la consommation prenait toute la place. Donc, à mon travail, que ce soit dans mes relations personnelles, familiales, etc., ça prenait toute la place. C'était ça qui était plus important que le reste. On s'en rend-tu compte que ça prend toute la place ou ça arrive sans qu'on s'en rende compte? C'est graduel, ça s'installe. On est souvent le dernier à s'en rendre compte. Les gens alentour de nous s'en rendent compte, sauf nous. C'est ça, la phase du déni, on ne veut pas le voir. Une fois que tu t'en rends compte, par exemple, c'est ça. Une fois que tu arrêtes puis tu regardes aujourd'hui avec du recul en arrière, ça n'avait pas d'allure pour vrai la vie que je pouvais mener. Là. Dans quel sens ça n'a pas d'allure? J'essaie de cerner, tu sais... Parce que d'un point de vue extérieur, on peut le comprendre, mais de l'intérieur, c'est comme c'est graduel, j'imagine qu'on finit par un peu se laisser porter là-dedans. Puis est-ce qu'il y a aussi des conséquences qu'on ne comprend pas, mais que c'est au final par après ou en faisant des rencontres qu'on peut mieux comprendre? Oui, bien, il y a tout ça, là, c'est ça, c'est graduel, ça s'installe, fait que le côté intérieur envers soi-même, l'amour-propre, l'estime, la confiance, tout ça, ça finit par disparaître, puis c'est que s'installe la nouvelle routine. À un moment donné, tu es habitué, ça fait des années que tu vis comme ça, ben, puis tu finis par le croire que tu es destiné avec ça, là, que tu mérites pas mieux, puis que c'est comme ça que... M'amener, tu penses que tu vas y laisser ta peau, là. C'est comme ça que ça va se finir pour toi, là. C'est dans la consommation, puis tu vois pas d'autres solutions, tu vois pas le bout. Des conséquences, là, pour quelqu'un de normal, c'est pas logique de prendre l'argent de ton loyer pour aller dépenser, consommer. Mais quand tu es là-dedans, c'est le choix le plus logique qui te passe par la tête, là, t'sais. Fait que c'est toutes ces conséquences-là, que ce soit de perdre son permis, de perdre son logement, de perdre son boulot, de ta copine te quitte, les relations amoureuses, la famille qui te tasse de côté. Ça finit sur jouer sur comment on se perçoit soi-même, hein? Oui, tu sais, c'est vraiment... tu sais, moi, je peux aller dire, pour moi, ça, c'est moi personnellement, tu sais, ça va jusqu'à l'envie de mourir. Parce que la consommation prend tellement de place dans ta vie que tu ne vois pas d'autre solution que celle-là. Pour moi, dans mon parcours, ça a été ça. Fait que c'est comme la seule délivrance, ça serait de plus être là? Oui. C'est ça ou c'est arrêter. Parce que d'arrêter, c'est comme... À un moment donné, c'est plus accessible. C'est ça? C'est impensable de dire qu'on est capable d'arrêter. Ça, c'est pour moi. Pour moi, c'était impensable d'être capable d'arrêter puis de vivre sans consommer. Puis aujourd'hui, j'en suis rempli de gratitude d'avoir été capable d'arrêter puis faire ce cheminement-là. Mais puis ça commence de où? C'est quoi le déclic? Tu sais, là, quand on voit plus la lumière comme ça, comment on se dit là, aujourd'hui, je vais faire l'action d'aller dans un meeting? Comment ça se passe? Bien, premièrement, il faut que tu connaisses l'existence des fraternités. De là, pourquoi qu'on fait de la sensibilisation, de la prévention, qu'on essaye de faire connaître. C'est ça notre but aujourd'hui, là, c'est de faire connaître à la population, au plus grand nombre de personnes, comme quoi que Narcotique Anonyme est une ressource crédible et qui fonctionne pour les gens qui ont le désir d'arrêter de consommer.
c'est ça. Moi, ça a passé par la thérapie. Comment tu te rends là? Ben, c'est un m'amener, c'est ça, c'est le goût de mourir que Christian parle. C'est pas nécessairement, j'ai pas eu de pensée suicidaire, mais tu sais, de plus vouloir souffrir, c'est ça qui est présent, tu sais, d'être tanné de souffrir puis de te demander comment tu vas y arriver. Fait que c'est ça. Moi, j'ai dû passer par la thérapie, là, aussi avec l'aide du travail, là, qui m'ont poussé, sollicité à y aller. Puis c'est là que j'ai connu l'existence des fraternités. On a-tu besoin de s'inscrire? On a besoin de prendre rendez-vous? Comment ça fonctionne? Sans rendez-vous, sans liste d'attente, tu te présentes. Pointe là direct. Exactement. Ouais. Puis comment on est accueilli quand on arrive la première fois? Avec un beau gros hug. Ah ouais? Ouais. Il y a de l'amour dans une salle. Quand on arrive pour la première fois puis on se fait accueillir chaleureusement, ça doit faire changement. Ça doit être un méchant clash. C'est pas mal ça que tu vas rechercher. Bien, sans le savoir, là, c'est un peu ça que tu recherches. Là. C'est le sentiment d'être compris, le sentiment d'être passé par la même place, d'être avec des gens qui ont vécu la même chose puis qui savent de quoi tu parles quand tu leur dis justement que ça va pas bien, j'ai le trou en dedans, j'ai un vide qui m'habite, je m'aime pas, j'ai le goût de mourir. Quand tu prononces, c'est des affaires qu'on n'avait jamais partagées avant. Je vais prononcer ça avec mon boss dans le bureau. Je ne suis pas accueilli de la même façon que si je vais prononcer ces mots-là avec une personne qui a passé par là, lui aussi, puis qui s'en est sorti. C'est comme complètement un contraste. Est-ce que c'est rapide quand on commence à faire des rencontres, l'amélioration? Oui, c'est des up and down. Ben, au départ, pour moi, ça a été des up and down parce que. Mais tu sais, malgré la vie, c'est des up and down, mais on s'en rend pas compte tout de suite. Mais au fil du temps, ça devient plus facile de vivre sans consommer. Puis les up puis les down de la vie font partie de la vie en général. Tu sais, c'est sûr. Comment ça se passe une rencontre au Narcotique Anonyme, là, le fonctionnement? On a 3 formats de rencontres qui sont offerts. Fait que tu as les rencontres qu'on appelle partage, où il y a quelqu'un qui va être attitré pour venir raconter son parcours, son histoire, comment est-ce qu'il s'est rendu à arriver dans une salle de narcotiques anonymes, puis qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui pour rester abstinent. Fait que ça, toutes les réunions durent environ 1 heure, 1 heure et demie. Fait que tu as ce format-là, tu as un format de discussion, c'est le fameux classique là, que tu vas voir dans les films, tu vas voir dans les émissions, là, les gens assis en rond sur des chaises, puis bonjour, je m'appelle Yannick, je suis indépendant, puis à chacun tour de rôle, t'expliques tes up, tes downs de la semaine, qu'est-ce qui... C'est ça. C'est un endroit qui est sécuritaire pour aller parler de ce que tu files qui va pas bien ou... Puis, tu as des formats aussi, réunions d'écriture, là, où avec les livres qu'on offre, les gens peuvent écrire croissance personnelle, là, travailler sur eux. Parce que quand on a passé au travers de la consommation, puis là, on réapprend un peu à se bâtir, ça prend de l'aide là-dedans. Est-ce que vous pensez que ces 3 modes-là de rencontre sont nécessaires pour réussir à ça, ou il y a un mode qui clique plus avec certaines personnes, vous pensez? Je dirais que le format partage, parce qu'une des forces, c'est l'identification. Quand tu arrives, tu as besoin de t'identifier à quelqu'un qui a passé par le même parcours que toi. Bien, pas que tu as besoin, mais ça va renforcer ton lien d'attache puis de faire genre, OK, j'étais à la bonne place, il y a de l'espoir pour moi. Fait que le format partage, quelqu'un qui vient raconter son parcours, souvent, c'est le premier déclic qu'on a, c'est Colin, il est en train de décrire ma vie en avant, là. T'sais, quand on pense qu'on est tout seul à vivre ça, qu'on est complètement isolé, qu'on est le seul qui vit ça, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient parler, puis que tu dis c'est complètement mon histoire qu'il raconte, tu fais OK, j'étais à la bonne place. Puis tu as le format aussi de discussion qui est très valable, là, dans le sens qu'on dit souvent aussi que c'est de la thérapie par la parole. Fait que de ne pas garder là, ce qui est tes hontes, tes peurs, tes craintes. Si tu as le goût de consommer, d'en parler avec quelqu'un d'autre, ça peut te libérer énormément. De parler justement, de raconter son parcours, son vécu, puis de te rendre compte que tu n'es pas tout seul, que tu n'es pas un monstre, que tu n'es pas le pire des déchets sur la terre parce que tu as conduit en état d'ébriété, parce que tu as fait ci, parce que tu n'es pas rentré au travail, parce que tu as volé. Dans nous autres, dans notre jargon, c'est commun de faire ça. Fait que là, de te rendre compte que tu n'es pas tout seul, ça allège beaucoup le poids sur tes épaules. Là. Les gars, c'est vraiment intéressant avec ça. Voilà, maintenant, là, vous avez passé par ce processus-là. Là.
Est-ce que vous aviez une idée au début, l'impact que ça allait avoir sur vous? C'est pour quelqu'un qui nous écouterait, là, qui sait qu'il consomme trop, puis il se pose des questions, puis c'est pas fait pour moi, ces affaires-là. Est-ce que vous pensez que ça allait avoir cet impact? Non. Non, personnellement, pas autant. Tu sais, au début, c'est sûr que c'est dur de voir dans l'avenir. On y va un petit 24 heures à la fois, mais à un moment donné, tu retrouves confiance. Ton cercle s'agrandit autour de toi, tu te fais des nouvelles connaissances. Ton estime personnelle elle remonte aussi. Fait que c'est vraiment gratifiant d'avancer puis de continuer de cheminer là-dedans. Pour moi, là, c'est vraiment ça. C'est ce qui vous a porté à vous impliquer par la suite, j'imagine? Oui. J'appelle Christian, Yannick, vous êtes des bénévoles, vous êtes coordonnateur relations publiques chez Narcotiques Anonymes. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est extrêmement important. J'espère qu'on peut toucher peut-être une personne qui nous écoute, puis que ça a le potentiel de changer sa vie. Puis c'est une formule de partage puis de connexion. Puis j'imagine que quand on est dans une situation comme ça, c'est ce qu'on a besoin le plus. Avec le temps des fêtes aussi qui arrive, là, si jamais quelqu'un veut venir dans une rencontre, je donne le site, le naquebec.org. On peut trouver, il y a des rencontres dans nos régions, tous les jours de la semaine, n'importe quand dans le jour. Exactement. Par ville, ça va être classé. Tu vas trouver la liste complète, là, date, heure, adresse des réunions qui sont offertes au Québec. Il y a aussi un numéro de téléphone qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est le 514-544-6362. 514 ligne NA, en fait. On va le mettre, on peut le mettre à l'écran. Puis c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là, les boys. Faites un bon temps des fêtes, puis continuez comme ça là, de faire aider les autres comme vous faites. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Régional. Bonne semaine. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.